Bien le bonjour, chers téléspectateurs de la télé au cœur de nos défis. On est lundi, une nouvelle semaine commence. J'espère que tout le monde se porte super bien. Aujourd'hui, la team est en forme pour vous retrouver avec un sujet, un invité choc. Et c'est sûr que ça promet aujourd'hui, ça va être exceptionnel. En tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien, que le week-end s'est très bien passé et qu'aujourd'hui, au début de cette semaine, vous avez la force et la niaque pour aller de l'avant. Ça tombe bien. Demain, on parle de quelque chose, j'essaie de ne pas oublier, on en parle demain parce que c'est une date particulière, il serait question de force. Mais avant, aujourd'hui, on a le plaisir de parler des œuvres de l'esprit, comme on le dit souvent, droit d'auteur, on en parle, on a envie de mieux comprendre ce concept-là, la propriété intellectuelle, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que ça implique, comment ça fonctionne, comment on reverse les droits aux artistes, qui sont pris en compte dans le droit d'auteur, on en parle aujourd'hui et on a l'immense plaisir et la chance exceptionnelle de recevoir sur ce plateau pour en parler le spécialiste en chef dans notre pays. Il s'agit du directeur général du bureau burkinabé de droit d'auteur, Monsieur Wahabou Bara. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Ça va un peu bien. Il faut dire que je rends une mission de prospection. D'accord. Voilà, dans le Naouri. Donc un peu tout fatigué, mais bon, ça va. Merci beaucoup d'être là, malgré ce calendrier super chargé. Il aurait pu nous envoyer un de ses agents, il est venu lui-même. On est honoré pour cela. Merci. Et juste, si vous étiez là, les amis, juste avant l'émission, vous auriez eu un aperçu d'une ambiance, mais de choc. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'il a mangé hier avant de venir, mais Alex, il a une forme d'enfer, comme on le dit. Il est là aujourd'hui avec nous. Comment ça va, Alex? Je vais très bien, Stéphanie, et toi? Ça va, ça fait 2 petits jours. Ouais, ça fait 2 petits jours. Et c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver les téléspectateurs du Loft. Parce qu'ils me manquent quand je ne suis pas là. Certes, souvent, les projets professionnels nous poussent à ne pas être tout le temps sur le plateau, mais on vous garde dans notre cœur. On joue Balater? Balater. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et notre très charmante, magnifique Philly est des nôtres aujourd'hui. Comment ça va, Philly? Ça va et toi, Stéphanie? Ça va, t'es rayonnante. Oh, merci. Alors que moi, je pensais qu'elle allait nous venir en mode comme un citron pressé, parce qu'il y a le ramadan et tout ça. T'es toute rayonnante, J'ai la peau dure, merci. T'as la peau douce, j'ai envie de dire. Dure et douce. Ouais, voilà. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, tes activités? Très bien, c'est comme Alex le disait, hein, c'est actuellement on essaie de mettre les bouchées doubles hein, pour avant que les la pluie projets s'invite personnels. dans les programmes. Exactement, avec les projets personnels, donc voilà. Raison pour laquelle je n'étais pas très présente ces derniers temps, mais me voilà aujourd'hui. L'essentiel, c'est que ça avance. Exactement. On est content d'avoir des jeunes qui sont super actifs, qui bossent avec nous. Mais il le faut bien. Il faut vous montrer l'exemple. C'est pas le directeur général qui va nous dire le contraire. Oui, tout à fait. Je pense que le monde est en pleine transition hein, à tous les niveaux, donc il faut se réadapter, voilà, se réinventer et toujours croire, encore croire. Voilà. D'accord. C'est important, parce que si on perd la foi, on n'aura pas la force de continuer de se battre. Il est auteur, il est producteur, alors écrivain. Bon, oui, je ne vais pas faire de commentaires par rapport à ça, on va rattraper cela, mais surtout aujourd'hui, on parle du droit d'auteur, mais avant, j'ai quand même envie qu'on revienne un peu sur les œuvres de Wahabou Bara. J'ai sorti mon premier ouvrage en 2014, intitulé Management des artistes musiciens au Burkina Faso, amateurisme, conflit d'intérêts et défis de professionnalisation. Il faut dire en fait qu'il est le prolongement de mon mémoire que j'avais fait en 2006 sur le management des artistes musiciens. Et le président du jury à l'époque, Feu Jean-Pierre Guingané, le professeur Jean-Pierre Guingané, avait souhaité que je puisse poursuivre la réflexion en mettant à la disposition des artistes musiciens, des managers, un document qui pourrait permettre à la nouvelle génération aussi d'apprendre tôt ce que nous avons appris tard. Et vu également qu'il n'y avait pas des documents aussi lorsque nous faisons nos recherches à l'époque hein, pour les mémoires, et même jusqu'à présent, la documentation n'est pas assez fournie hein, sur les filières dans lesquelles exerce la majorité de nos artistes. Donc c'est ce premier ouvrage qui est sorti en 2014, 1er avril 2014, qui s'est bien comporté sur le marché parce qu'il y a eu une sortie
à Ouaga, Bobo, ensuite pendant le marché des arts et du spectacle à Abidjan, ensuite au Feu de Brazza au Congo. J'ai ensuite été invité aussi au Niger pendant le festival Hip Hop Wassa pour présenter aussi l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui a tourné un peu dans l'espace UMOA avec près de 2000 exemplaires écoulés. Et puis ensuite, en 2019, j'ai décidé de rebelloter avec droit d'auteur, comment en tirer profit. D'accord. Voilà. Pour la petite expérience de ce second ouvrage, c'est lorsque j'ai été nommé à la tête du BBDA, au cours d'un voyage où il y avait une vingtaine de directeurs des bureaux de droit d'auteur, j'ai échangé avec pratiquement tout le monde sur le fait qu'il n'y avait pas d'ouvrage accessible aux auteurs, parce que dans la majeure partie de nos bureaux de droit d'auteur de l'espace francophone, nous gérons des titulaires, ce qu'on appelle les titulaires de droit, c'est-à-dire les artistes musiciens, les cinéastes, les littéraires, qui sont constitués pour la majorité d'acteurs peu instruits. Voilà. Est-ce qu'il n'était pas important de mettre un document accessible dans un langage assez facile On dit souvent français facile. Voilà, pour qu'ils puissent comprendre un peu plus ou moins la définition du droit d'auteur, les enjeux liés au droit d'auteur, mais également aussi un document qui pourrait faire comprendre aux utilisateurs d'œuvres, c'est-à-dire ceux que nous appelons nos clients, les médias, les bars, les restaurants, les hôtels, ceux qui s'acquittent de cette redevance, de faire comprendre à cette catégorie de personnes que le droit d'auteur n'est ni un impôt, ni une taxe, mais juste une redevance pour accompagner une catégorie de la population qui consacre tout son temps à créer des œuvres de l'esprit. Et ces œuvres-là nous permettent de rêver, nous permettent quand même de nous apaiser. Et il est important qu'en retour, on puisse consacrer un revenu qui pourrait permettre à ces personnes-là de continuer de renouveler la création et de permettre l'existence de la société. Voici un peu l'objectif assigné à ce deuxième ouvrage. Voilà. Alors, donc, quand on parle droit d'auteur, on a le sentiment d'être clairement dans l'univers de la musique, des artistes et tout ça. Mais c'est quoi le droit d'auteur? Alors, pour définir cela simplement, on pourrait dire que le droit d'auteur est un dispositif juridique qui permet la protection des créateurs d'œuvres de l'esprit, pour permettre à ces derniers-là de pouvoir en tirer donc des dividendes. Voilà pourquoi il y a des prérogatives patrimoniales, mais également aussi de pouvoir contrôler l'utilisation. Déjà, ça, ce n'est pas encore du français facile, là, ce que vous utilisez. Non, non, il faut alléger le français. Bon, d'accord. Ce que je vais dire, il faut considérer la propriété intellectuelle comme un arbre qui a deux branches. Il y a une branche qui est la propriété littéraire et artistique, et il y a une branche qu'on appelle la propriété industrielle. Voilà. La seconde branche, propriété industrielle, elle s'occupe plutôt des marques, des brevets. Voilà. Et elle est représentée au Burkina Faso par le Centre national de propriété industrielle, qui est une structure de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ensuite, la première branche, c'est celle qu'on appelle la propriété littéraire et artistique, qui s'occupe donc de la protection des créateurs d'œuvres de l'esprit. Entendons par créateurs d'œuvres de l'esprit les musiciens, les littéraires, donc, ceux qui écrivent des romans, des essais, les plasticiens, les peintres, les architectes. Voilà. Et les acteurs de la mode aussi ou pas? Non. Après, peut-être qu'on reviendra. Les mannequins. Mais les designers, les créateurs ou pas? Non, en fait, dans le thème créateur, c'est vrai que quand on dit créateur, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que même les joueurs de football, là, ils créent des phases sur le terrain. Ben oui. Le mannequin, quand il marche... Et quand on le voit, on dit voilà, ah, mais ça, c'était le mannequin qui fait ça. Non, mais en réalité, il y a deux choses aussi à préciser dans la question du droit d'auteur. Alors, donc pour revenir encore au français facile, pour dire qu'au niveau de la propriété littéraire artistique, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle droit d'auteur, droit voisin. À ne pas confondre avec le droit du voisin. Alors, le droit d'auteur, je l'ai dit, voilà, c'est l'avantage conféré
à quelqu'un qui crée, par exemple, une œuvre littéraire. D'accord. Voilà. Ensuite, le droit voisin, c'est, si vous voulez, une catégorie d'acteurs qui participent à la création de l'œuvre, soit par leur financement, soit par la mise à disposition de ces œuvres. Donc, il y a une catégorie qui est distinguée, notamment les interprètes, hein, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes. Quand on parle de phonogrammes, vous voyez, c'est les CD, c'est les cassettes, etc. Le support. Exactement. Okay. Et les organismes de radiodiffusion. Okay. Voilà, parce qu'ils mettent à disposition ces œuvres. Voilà les 3 catégories de bénéficiaires de droits voisins. Voilà. Et puis après, maintenant, vous avez le droit d'auteur, comme je l'ai cité. C'est-à-dire, si vous prenez une œuvre musicale, vous avez par exemple comme auteur celui qui a écrit le texte. Oui. Vous avez par exemple l'auteur de la composition musicale qui bénéficie d'un droit d'auteur. Vous avez par exemple l'éditeur qui a le rôle de fixer l'œuvre sur un support. Il est également titulaire aussi d'un droit d'auteur. Vous avez l'arrangeur, donc celui qui a tout préparé, qui a tout mélangé, tout finalisé, qui a exactement comme une cuisine, qui a tout bien cuisiné, qui est titulaire aussi également d'un droit d'auteur. Maintenant, si la même œuvre musicale, vous avez les droits voisins. Voilà, les droits voisins vont être affectés au producteur du phonogramme, c'est-à-dire celui qui a financé la création, qui paye donc les artistes en studio. Il a un droit voisin. Et voilà les interprètes, c'est-à-dire le guitariste, le pianiste ou le batteur qui accompagne aussi également la création de cette œuvre est titulaire d'un droit voisin. Donc vous voyez qu'on a une coexistence de plusieurs titulaires sur une même œuvre, par exemple musicale. Bah, ça, c'est dans la musique. Si je prends le cas, Philippe, par exemple, elle organise... C'est qui, Philippe? Juste à côté. Ah, d'accord. Mon Dieu. Non, généralement, quand j'entends Philippe, ça fait masculin. Non, Philippe. Il n'y a pas le P à la fin. Il n'y a pas de P à la fin. D'accord, enchanté à nouveau. Donc, Seigneur, il est heureux. C'est ma voisine, mais enfin, tu penses qu'elle doit avoir un droit voisin ou c'est pas... Par exemple, on va voir, tu nous diras si elle a le droit ou pas, parce que Philly, elle organise des séminaires de formation. J'ai déjà eu un souci par rapport à ça. D'accord, donc c'est tant mieux même, parce que ça m'aiderait beaucoup. Mais là, c'est vraiment pas... C'est à peu près... Bon, j'ai eu affaire au BBDA, j'ai un organisme de formation. Donc, je produis une œuvre intellectuelle, dans le sens où le produit que je vends à mes clients, c'est sur papier, c'est ça que je fais vendre et c'est ça qui fait qu'ils adhèrent à ma formation. Donc, c'est un truc de travail, c'est pas cherché sur Internet, voilà. Et tout allait très bien, jusqu'à ce qu'un cabinet, ici, un autre, me plagie. Mais il ne m'a pas plagié directement. Ce qu'il a fait, c'est ce que ce cabinet a fait, c'est-à-dire qu'il a un cabinet ici. Et donc, cette personne-là a des contacts dans un pays voisin de lui et moi. Et il a ouvert un autre cabinet là-bas, sous le nom d'une autre personne, avec un autre nom. Mais ce cabinet en question a plagié la totalité des services que toi tu tout proposes. Ce que je fais, des écrits jusqu'au site, jusqu'au slogan. La seule différence, c'est les couleurs, le logo et les couleurs. Et même le nom, pareil? Non, pas le nom. D'accord, ok. Donc, moi, j'ai été choquée. Ça s'est passé, il y a pas passé très proche. Et donc, quand ça s'est passé, j'ai fait appel à un avocat. Et j'ai essayé de demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là on me dit, il faut protéger. Est-ce que nous, on a protégé nos biens intellectuels et nos biens industriels, je crois. Il y avait 2 biens. Comme il parlait d'un arbre avec 2 branches. J'ai dit, bon, moi, je sais que je ne connais pas cette histoire de... Voilà. Et la personne m'explique, voilà, il faut aller ici. Ça. Donc, je suis allée à l'OAPI. D'abord, j'ai expliqué à une dame qui, elle, travaille dans ce domaine-là. Elle a d'abord vérifié si le nom de ma structure ainsi que le logo n'a pas déjà été utilisé au préalable. Si ça n'a pas été utilisé, tu payes un certain montant pour protéger ton bien qui, je crois que c'est sur 8 ans, 5 ou 8 ans, un truc comme ça. Et maintenant, après ça, tu dois te rendre au BBDA. C'est-à-dire que toutes les œuvres que toi tu fais sortir, tu sais très bien que c'est toi qui les a produits, c'est toi qui les as écrits, ça n'est pas du copier-coller. Il faut se rendre au BBDA et eux aussi, ils vont protéger ton bien intellectuel. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que
comme ce n'est pas un cabinet burkinabé directement qui nous a plagié, mais je sais que c'est le cabinet burkinabé qui l'a fait, après de maintes recherches, est-ce qu'on peut porter plainte à travers, si on remplit tous ces critères-là, est-ce que le bureau de burkinabé des droits d'auteur ici peut attaquer la personne qui se trouve dans le pays voisin qui a copié par le biais de la personne qui est là? Je veux dire, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que j'ai envie d'attaquer ce cabinet qui est dans un autre pays. Ouais. Et lui, mais quand même, qui a un intermédiaire sur place ici. Le propriétaire même du cabinet dans le pays, là, il est ici. D'accord. Donc, moi, je voulais connaître mes options par rapport à ça. Est-ce que, parce que je n'ai pas envie de dépenser mon argent pour rien aussi. L'OAPI nous demande une hyper grosse somme déjà pour protéger ce truc-là. Maintenant, après, moi, je comptais venir au BBDA pour gérer aussi ce problème-là. Mais en retour aussi, j'ai envie que ce cabinet qui est là-bas, là, il n'a qu'à fermer. C'est-à-dire que tout ce qu'il a piqué là, jusqu'au slogan, il faut tout balayer. Et je sais que c'est le cabinet burkinabé qui a fait ça. C'est clair et net. Je suis une très bonne enquêtrice. Et c'est lui. Donc, est-ce que... Alors, DG, qu'est-ce qu'on fait? Toute cette démarche. Alors, je pense que c'est vrai que dans mes propos liminaires, je n'avais pas précisé que les idées sont des libres parcours. Ah. Voilà. En propriété intellectuelle, on dit que les idées sont des livres parcours. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je décide de faire un livre, par exemple, sur Thomas Sankara, le Messie de l'Afrique, le répète d'une génération, ça, c'est l'idée que j'ai. Tant que cette idée ne prend pas forme pour en faire un livre, le droit d'auteur ne peut vous protéger à ce moment. D'accord. Voilà pourquoi j'ai parlé de deux critères importants. La forme, et ensuite, le second critère, c'est l'originalité. Okay. D'accord? Et si vous posez un problème des idées qui ont été accaparées, enfin, vous êtes dans la présomption, hein, parce que, bon, c'est pas les idées, hein, c'est les écrits. C'est différent. C'est une œuvre aboutie. Oui. C'est pas une idée qu'on a... Non, c'est une œuvre aboutie. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'au moment, quand on dit les idées sont des livres parcours, au moment où vous pensez, par exemple, faire un tel projet, c'est comme quelqu'un qui dit je vais faire Fashion Week, par exemple, au moment où vous pensez cela, vous ne pouvez pas être sûr qu'un individu X qui est à Beguedo, par exemple, dans mon village, ne pense pas au même projet. Okay. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est lorsque ces idées-là seront mises sur un document. Comme vous l'avez fait. Je ne sais pas si vous l'avez mis. Si, c'est sur un document. C'est mis sur un document, mais malheureusement, le document n'a pas été protégé. C'est ça, c'est pour... Mais bien sûr, ça. Maintenant, moi, je sais très bien que nous, c'est-à-dire qu'on a été très imprudents. Oui, mais par contre, oui. On dit chat échaudé craint l'eau froide. C'est arrivé une fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, généralement, on n'est même pas obligé de venir au BBDA parce que lorsqu'on commence à écrire ce genre de projet, il y a plusieurs types de protection. C'est-à-dire que vous pouvez aller soit sur un huissier, soit même à la poste, c'est-à-dire lorsque vous finissez, même si c'est une seule page, vous mettez dans une enveloppe le cachet de la poste faisant foi, c'est-à-dire le jour qu'il y aura un problème comme vous l'avez, c'est sur ces éléments que le juge va s'appuyer pour rendre sa décision. On évoquera le principe de l'antériorité, c'est-à-dire qui est-ce qui a fait avant qui. Exactement, les dates. Vous voyez. Voilà, voici des éléments d'appréciation du juge. Mais je rappelle que le BBDA ne poursuit pas les contrefaisants. Bien sûr, non, ça je le sais. Voilà, ça dans je ce le cas sais. de Je voulais voilà. Juste, on a un service juridique qui pourra vous donner des conseils, des orientations. Et puis ensuite... Oui, mais une œuvre qui a déjà été protégée par le BBDA et qu'après une autre personne s'accapare de cette œuvre, oui. Dans la procédure de poursuite là, est-ce que vous apportez votre crédibilité là-dessus? C'est-à-dire que est-ce que vous allez nous laisser, vous allez juste nous donner des conseils, on se débrouille avec la police? Ou est-ce que vous allez nous accompagner? Non, pas du tout. Généralement, quand c'est un bureau, de gestion collective, c'est-à-dire que, comme tout à l'heure je l'ai expliqué, il y a plusieurs titulaires sur une œuvre. Nous réglons par exemple des conflits entre un auteur et son éditeur sur la même œuvre. S'il y a un conflit, par exemple, on le reçoit au niveau du service juridique pour procéder d'abord à une forme
de conciliation. Voilà, il faut écouter les deux parties, on essaie parce que c'est un peu comme des enfants d'une même famille. Donc il faut trouver, voilà, il faut chercher à arranger cela. Maintenant, si les deux parties trouvent que l'arrangement n'est pas la voie qu'ils souhaitent emprunter, mais ils sont libres maintenant d'aller devant les tribunaux. Et c'est clair que devant les tribunaux, le juge fera appel au BBDA pour mieux comprendre certains aspects afin de pouvoir bien délibérer. D'accord, ok. Donc il y a cette option-là pour la mode. Oui. Quelle est la question pour la mode? Moi j'ai envie de savoir pourquoi les mannequins. Les designers. Non, pas les mannequins. On est sur les designers. Les mannequins, c'est vraiment, on ne peut pas dire qu'un mannequin a une propriété intellectuelle, peu importe. Sinon, Naomi Campbell aurait tous les intellectuels, toutes les propriétés de ce monde, en fait. On oublie les mannequins, par exemple les designers. Par exemple, quelqu'un comme Sébastien Bazemo, qui aujourd'hui, depuis quelques années, a su imposer le code Onda sur le plan international. Il n'a pas pu déposer de propriété intellectuelle, en fait, si on prend cet exemple. Non, il n'a pas pu déposer, peut-être par sa faute lui-même. Sinon, j'ai eu à le conseiller parce que c'était un ami. Voilà, et je lui ai même donné le contact du Centre national des propriétés industrielles parce que ce n'est pas les BBDA qui s'occupent de ce volet. Donc, en ce moment, on est dans de la propriété industrielle. Dans la propriété industrielle. Okay. Donc, il va au niveau de la propriété industrielle, ce qu'elle avait essayé aussi de faire avec son logo. Oui. Voilà, parce que la structure de liaison ici, c'est le CNPI. Voilà, il y a le procédé, tout, voilà, et c'est sur une période donnée, les 5 ans minimum. Okay. Voilà, et vous avez donc la protection qui est assurée sur l'ensemble des 17 pays de l'OAPI. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup ne font pas la démarche. On a tendance à toujours voir le BBDA, mais la propriété industrielle. Donc, en fait, ce n'est pas tout qui va au BBDA. Non, mais en parlant de. Monsieur Barre vient de parler de l'OAPI. L'OAPI et le BBDA, c'est deux structures complémentaires où je comprends. Par exemple, moi, avant d'organiser mon show, je suis parti, comme Phil le disait tantôt, prendre des droits, prendre des garanties au niveau de l'OAPI. Si je viens, par exemple, pour garder cette propriété, genre la Ouaga Fashion Week, je viens pour garder ça au BBDA, qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour un élément pareil? Pour votre cas, c'est au CNPI, le Centre national des propriétés industrielles, qui est la structure de liaison de l'OAPI. Lorsque vous ferez la protection, cette protection vous est conférée pour l'ensemble des pays de l'espace UOA. Enfin, l'espace OAPI plutôt. OAPI. Donc, en cas d'utilisation illicite de votre logo ou à l'intérieur de l'espace, il y a donc des mécanismes pour vous permettre donc, de jouir de vos droits de propriété. D'accord, ok. Alors, donc, ça veut dire qu'un designer, au-delà, si je prends le cas de Sébastien, sur qui on est en ce moment, en dehors du Cocodonda, c'est un créateur. Il imagine, il pense des modèles qu'il crée, il fait des défilés, ensuite il les commercialise. Une personne, est-ce qu'un modèle comme ça, il peut décider de faire un catalogue de sa collection et de dire ça, ce sont mes œuvres, c'est sorti de ma tête. Est-ce que j'ai droit à un droit d'auteur, par exemple, si jamais quelqu'un reproduit le même modèle? Est-ce que ça, c'est un scénario possible? Si, ça c'est possible. C'est vrai que dans l'énumération des œuvres protégeables, on n'est pas allé très loin. Mais si vous voulez, la Convention de Berne, qui est quand même la première convention qui régit le droit d'auteur, donne l'ensemble des œuvres qui sont protégeables. Donc, vous avez les œuvres musicales, les œuvres audiovisuelles, les œuvres d'art graphique et plastique, c'est-à-dire les peintures, les sculptures, etc. Mais si vous prenez le cas d'un catalogue est une œuvre littéraire. D'accord. Voilà, quand vous voyez le format, c'est un peu comme le scénario d'un film aussi. Ça rentre dans la protection de l'œuvre littéraire. Donc, vous venez être membre du BBDA, vous déposez donc votre œuvre à ce niveau. Il y a donc désormais une commission technique d'identification des œuvres qui travaille à la conformité avant donc de vous remettre votre carte qui est synonyme de votre appartenance au Bureau burkinabé du droit d'auteur et évidemment aussi de pouvoir bénéficier des services qui sont offerts. Et justement, dans le cas d'un catalogue, qu'est-ce qui se passe après pour l'auteur du catalogue en termes de droits? Parce que pour la musique, on nous dit exploiter dans les médias, il y a des redevances qui sont reversées et les
comment on appelle ça, les établissements qui diffusent de la musique, les organisateurs d'événements. Mais pour un catalogue de mode, qu'est-ce qui se passe? Non, pour un catalogue, c'est ce qu'on appelle les droits de reprographie. Les droits de reprographie en français facile, on va dire droit de photocopie. La possibilité que ce catalogue-là soit photocopié, voilà, permet à l'auteur de bénéficier donc, de ce qu'on appelle les droits de reprographie qui se mettent sur place à travers un protocole que nous avons donc, avec les services de douane. C'est-à-dire tous les supports qui rentrent au Burkina Faso, qui sont capables de faire reproduire des œuvres, je ne sais pas, des photocopieurs ou des scanners ou enfin n'importe quel appareil qui peut voilà, assurer la photocopie des œuvres, verse un pourcentage au niveau donc, des services de douane, lesquels montants est reversé au niveau du bureau burkinabé du droit d'auteur et à partir de notre règlement de répartition qui est un document juridique qui donc, donne les différentes clés de répartition. Donc, les différents titulaires des œuvres imprimées bénéficient donc, du droit de reprographie. D'accord, donc si je comprends bien, c'est-à-dire que c'est l'œuvre littéraire. Ouais, ça devient et sur littéraire. Le modèle en question, il n'y a rien qui peut être fait. Non, sur le modèle, il doit faire recours au CNPI. D'accord. Voilà. Donc, on ne mélange pas les choses. Bien sûr. Pour le BBDA, c'est s'il y a le catalogue qui est déposé au BBDA, voilà. En ce moment, les droits de reprographie sont reversés à l'auteur. Voilà, sur le... Mais pour le modèle, il faut aller faire une protection au niveau du CNPI. de production au CNPI. Bien sûr. D'accord. Oui, Alex, tu voulais réagir apparemment? Non, c'était pas par rapport à ça, c'était complètement par rapport à un autre volet. Quand je parle, nous, les organisateurs d'événements, souvent tu organises ton événement, plusieurs fois ça m'est arrivé, tu entends un gentil monsieur du BBDA qui vous appelle. Oui, monsieur, apparemment vous êtes en train d'organiser tel événement, vous pouvez passer au BBDA pour échanger par rapport à ci. J'aimerais savoir c'est sur quelle base ces personnes nous appellent, parce qu'ils ne savent même pas déjà quel genre de musique nous allons jouer au fait et pourquoi on doit payer pour ça. Alors, c'est vrai que le mécanisme de la gestion collective n'est pas assez connu. Oui. Et il mérite que peut-être je revienne un peu pour donner quelques éclairages. Ça, oui. Alors, il faut dire que le droit d'auteur a été un combat qui a été mené depuis le XVIIe siècle. Hein. Voilà, par des gens comme Beaumarchais, Voltaire, Balzac, etc., qui se sont dit que des créateurs consacrent une partie de leur temps, sinon, voilà, toute leur vie à créer des œuvres. Et il faudrait trouver un mécanisme pour que ces créateurs-là puissent avoir un salaire différé. Voilà. Mais ce salaire-là, il existe lorsque l'œuvre rencontre un public, hein, et donc l'œuvre est exploitée, et que l'exploitant verse une redevance. Et ensuite, quand on verse une redevance, il faut trouver le mécanisme pour répartir cette redevance, parce qu'il y a une coexistence de plusieurs titulaires de droit sur la même œuvre, comme je vous l'ai dit. Hein. Même quand vous prenez une œuvre littéraire, par exemple, vous avez, si on prend le cas du catalogue, vous avez l'auteur, puisqu'il y a des textes qui sont à l'intérieur. J'ai vu par exemple des journalistes qui ont pondu des documents. Vous avez le graphiste, voilà. Mais vous avez aussi l'éditeur. Voilà, celui qui va assurer les travaux d'impression, trouver le numéro ISBN, mettre une stratégie pour mieux vendre, pour assurer une exploitation permanente de l'œuvre. Mais toutes ces personnes-là doivent être rémunérées. Comment doivent-elles être rémunérées? Il faudrait avoir ce qu'on appelle dans les bureaux de droit d'auteur un barème. Voilà, un barème ou, si vous voulez, un ordre tarifaire. Lorsque vous organisez, par exemple, un spectacle, vous conviendrez avec moi que les œuvres musicales qui seront utilisées pendant ce spectacle-là permettent d'atteindre l'un des objectifs, en tout cas, de votre événement. Parce que, comme j'aime le dire, les utilisateurs d'œuvres, nous, on les considère comme nos clients. Parce qu'on met notre répertoire à leur disposition. Et ce répertoire permet aux boîtes de nuit, aux restaurants, voilà, d'agrémenter, de manger un bon plat tout en écoutant une musique douce, tout et tout. Mais c'est le travail de certaines personnes qui, généralement, ne sont pas là lorsque nous menons ce genre de discussion. Donc, il y a un barème tarifaire qui dit, par exemple, que lorsque vous organisez ce genre d'événement, il est dans la catégorie de ce qu'on appelle les séances occasionnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas une utilisation permanente. Oui. Voilà, parce que les restaurants, les boîtes de nuit, c'est permanent, ils ont leur haut tarifaire. Et vous avez un autre tarifaire. Normalement, c'est 10%
des recettes attendues à votre événement que vous devez reverser au bureau burkinabé du droit d'auteur. Mais dans la pratique, vous conviendrez avec moi qu'avec mes collaborateurs, c'est un forfait. Plus ou moins. C'est généralement un forfait. Non, au Burkina Faso... Mais je reviens quand même sur cette question, parce que pour la Fashion Week, très clairement, pour le défilé, il y aura de la musique. Mais supposons que ce soit un événement dont il n'est pas dit qu'il y aurait de la musique en ce moment. Mais en ce moment, le BBDA ne viendra pas. Je vais vous donner deux exemples simples. Parce que pour que les gens comprennent qu'il faut faire la distinction entre un impôt, une taxe et la redevance des droits d'auteur. Vous prenez deux stations d'essence. Dans la première station, ils vendent du carburant et ils jouent de la musique. Et dans la deuxième station, ils vendent de l'essence, ils n'exploitent pas de la musique. Les agents du BBDA n'iront pas dans la station 2, mais ils iront dans la première station. Ils prendront de l'argent. Il y a des relevés, des œuvres qui ont été exploitées. Cet argent va servir aux frais de gestion, parce que nos salaires sortent de ces montants, les charges fixes, électricité, eau. Également, les frais de renouvellement de la création, parce qu'il y a 5% qui est affecté au fonds de promotion culturelle. On vient juste de lancer cela il y a 2 semaines, pour dire aux artistes, venez postuler dans la création, dans l'enregistrement, dans la mobilité, tout. C'est là-bas que sort votre redevance que vous nous versez. Il y a également 5% pour les œuvres sociales. Quand les artistes du BBDA sont malades, quand ils sont dans des moments de détresse, le BBDA intervient également aussi avec cet argent que vous payez. Et puis ensuite, il y a les autres 65% qui sont répartis à tous les titulaires sur la même œuvre. Donc voilà où part l'argent que vous nous donnez. D'accord. Par exemple... Est-ce qu'après cette explication, vous ne trouvez pas que c'est peu ce que vous Non. Je rebondis parce que là, j'ai très bien compris, l'argent que nous payons est reversé aux propriétaires des œuvres. Absolument. Mais par exemple, j'organise un événement où je joue que du Beyoncé. Oui. Est-ce que le BBDA Est-ce que je dois payer? Alors, j'ai parlé de la convention de Berne de 1886. Dans la convention de Berne, il y a une disposition qui évoque ce qu'on appelle le traitement national. En français facile, c'est l'assimilation de l'étranger au national. C'est-à-dire que même si Beyoncé est aux États-Unis, toutes les œuvres de Beyoncé doivent être protégées par le bureau burkinabé du droit d'auteur. Parce que rappelons que le droit d'auteur est un droit de territorialité. Voilà, le BBDA n'agit que sur son territoire. Donc, l'ensemble de toutes les œuvres qui sont exécutées sur le sol burkinabé, le BBDA a les prérogatives de collecter. Et maintenant, via ce qu'on appelle les conventions de représentation réciproque, avec la BIMAI, qui est par exemple le bureau de Beyoncé, nous envoyons cet argent collecté-là, et Beyoncé les reçoit. Et lorsque nos œuvres aussi également sont jouées aux États-Unis, les BIMAI ou l'ASCAP fait pareil et nous envoie aussi l'argent. Effectivement, ça peut vous faire sourire, mais pour longtemps. Voilà. Donc, en fait, il ne faut pas croire... Vous trouvez ça tellement merveilleux que vous dites que ce n'est pas possible. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on choisit de jouer un artiste. Je peux avoir le contact du staff de Beyoncé? Mais bien sûr, c'est possible. Mais je vous dis, il y a 2 semaines de cela, nous avons envoyé par exemple les droits du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, les œuvres ivoiriennes qui sont exploitées ici. Mais le Burida aussi nous a envoyé aussi, mais les œuvres burkinabés qui sont exploitées. Et en fin août, bientôt, dans la répartition des droits étrangers, les artistes dont les œuvres ont été exploitées en Côte d'Ivoire viendront toucher. Bien sûr. C'est comme ça. C'était en réalité, si on essayait de rentrer au fond pour comprendre le mécanisme de la gestion collective, on comprendrait que c'est le modèle de société auquel on doit rêver. Parce que cultiver le droit d'auteur, c'est tendre vers ce qu'on appelle le développement solidaire. Parce que dans un bureau de droit d'auteur, les plus forts protègent les plus faibles. Le fonds de promotion culturelle dont je vous parle, c'est un prélèvement statutaire sur ceux dont les œuvres ont été les mieux exploitées. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été très exploités, on ne prélève pas chez eux pour Non, ce n'est pas... Si vous n'êtes pas exploité du tout, on ne peut rien prélever. Voilà, c'est-à-dire si BF1 paye, par exemple, je donne un exemple, 2 millions de redevances de droits d'auteur. BF1 nous fournit des relevés de programmes sur lesquels on voit toutes les œuvres qui ont été exploitées. C'est vrai que je voulais poser cette question. Comment vous savez quel artiste a été exploité et quel artiste ne l'a pas été?
vu la pléthore de radios qui existent à travers le pays. Mais il vous a dit, par exemple, quand il fait son Fashion Week, oui. il y a un gentil du BBDA qui l'appelle. Mais dans la démarche, il lui dit, bonjour monsieur, en tout cas félicitations pour ce que vous faites, parce que vous permettez quand même aux œuvres d'être exploitées, donc vous permettez aux artistes de s'épanouir. Voudrez bien nous faire parvenir la liste des œuvres exploitées. Ouais, c'est ce qui s'est fait. Exactement. Donc il nous dira que Flobi va jouer, Tania va jouer, voilà. Donc il nous fournit les relevés des programmes. Il paie ensuite le montant y afférent. Ok. Et puis après la suite, ça c'est Vous les avez des logiciels agents qui le qui font. sont dans un coin là-bas au BBDA et à chaque fois qu'il y a un événement ou En fait, une émission souvent, ou un tu te truc, demandes comment ils ont ils fait pour sont- savoir. c'est Mais en ça. fait, souvent, c'est ça. je sais pas moi, c'est comme un bureau d'espions où ils sont tous là-bas et puis ils regardent le programme. Mais tu du devrais bouquin. être heureuse là. Vu que tu Parce que- espionnes. Mais soyons sérieux. Non, Je me prends tous les trois dans cette salle. Qui n'a pas un cousin, une nièce, un neveu ou un frère qui est dans le domaine artistique? Moi, je suis déjà, mais malheureusement, le BBDA ne veut pas porter plainte pour moi. Donc, c'est pour vous dire que si nous arrivons à collecter même le maximum de redevances afférentes aux œuvres exploitées, vous verrez que ses neveux, ses nièces, ses cousins vont moins vous embêter. Tout à Parce que quand fait. il veut sortir un album, donne-moi un peu, voilà, excusez-moi du terme, ils vont venir vous raqueter. Voilà, alors que si il peut venir prendre 50 millions au BBDA, mais il faut vous dire, si c'est possible qu'un artiste prenne ces genres de montants, parce que le droit d'auteur, c'est généralement entre 4 et 10%. D'accord? C'est pour vous dire, s'il prend 50 millions au BBDA, ça veut dire qu'en termes de spectacle, il a 500 millions. Mais j'ai une question. Est-ce que vous voyez? Non, laisse-moi terminer par finir ta question. C'est pour vous dire que si nous rêvons d'avoir une société solidaire, où les forts protègent les faibles, Les faibles. c'est le cas du BBDA, enfin le cas des bureaux de droit d'auteur. Offre culturelle, offre sociale, fonds de promotion culturelle. En réalité, on est une société dans une société. Et si on s'inspirait de ce modèle de fonctionnement, je pense qu'on pourrait avoir une société plus solidaire. Et il ne faut pas voir, comme je l'ai dit, les agents du BBDA comme des emmerdeurs. Non, parce que souvent on vous accompagne en vous disant, quand vous avez un événement, même quand vous n'êtes pas membre du BBDA, mais que vous utilisez le répertoire du BBDA, souvent le BBDA accompagne ces événements en prenant le cachet des artistes membres du BBDA. Parce que c'est un montant qui va être reversé à nouveau. D'accord. Donc nous on est dans l'obligation même de faciliter la diffusion de notre répertoire. Parce que dans la pratique, vous devez au préalable prendre une autorisation BBDA avant même d'organiser votre manifestation. Ah. En réalité, c'est comme ça. Parce que ils nous ont donné un mandat en réalité. Donc logiquement, ce n'est pas un gentil monsieur qui doit appeler, mais la démarche doit être inverse. La démarche doit être C'est le promoteur inverse. qui doit Exactement. venir vers. Vous avez un événement dans 3 mois, vous passez au BBDA, vous prenez le document de l'autorisation préalable, vous verrez tout ce qui est dedans, le mode d'exploitation, est-ce que ça va être de façon accessoire, ça va être de façon principale, parce que c'est sur cette accessoire base. aussi, c'est Mais pris bien en sûr, compte. Non. un restaurant où on mange, Ok. c'est-à-dire que ce restaurant n'a pas pour vocation principale de jouer la musique. Il ne peut pas payer le même montant qu'une boîte de nuit qui a vocation essentielle de diffuser la musique. Donc, en fait, l'ordre tarifaire, il est l'émanation de certains critères très objectifs. On n'est pas dans la discrimination. Un maquis qui a les mêmes caractéristiques à Ouagadougou et à Bobo ne peut pas payer le même prix. Parce que le droit d'auteur aussi est tributaire de la santé économique de la zone dans laquelle s'exerce l'activité. Donc tous ces paramètres sont pris en compte pour permettre quand même aux exploitants de dynamiser leur business. Parce que nous, on leur dit, ne voyez pas la redevance de droit d'auteur comme une dépense supplémentaire. Il faudrait plutôt voir le droit d'auteur comme un outil catalyseur de votre business. Parce que si vous prenez 2 maquis, et je pense que vous serez d'accord avec moi, dans un maquis A, on joue la musique, dans un maquis B, on ne joue pas la musique. Vous voyez qu'il y aura plus de personnes dans Bien sûr. le maquis A que le maquis B. Mais pourquoi il y a plus de personnes dans le maquis A? C'est parce qu'il y a des œuvres qui sont exploitées. Donc il faut juste reverser à cette catégorie de personnes-là qui ne demandent juste qu'une petite partie de votre business. Ah, mais il faut quand même ma préciser voisine. justement à tous ces exploitants-là que c'est une charge à prendre en compte Exactement. et Non. justement à le mettre dans leur trésorerie pour que ça ne Exactement. devienne Quand pas... vous avez un spectacle à organiser à la Oui. Maison du Peuple, autant vous pensez à la première rubrique logistique, location salle, location sono.
Vous devez mettre, faut mettre la ligne tout ce que vous BBDA. mettez là. C'est Si ça. vous ne payez même pas la redevance, comment le spectacle va avoir lieu? Il faut commencer même par première ligne, redevance des droits d'auteur. Ensuite, location salle. Si les gens intègrent ça dans leur façon de faire, vous verrez que on va tendre réellement vers une culture du droit d'auteur. Non, D'accord. je Elle avait une complète. question, on permet à Philippe de poser sa question. Ok. Non, non, moi je voulais juste savoir, est-ce que les montants que les artistes, hein, en gros, hein, perçoivent, est-ce que ça les permet vraiment aujourd'hui de vivre, de travailler? Parce qu'on voit souvent aussi plein de cas où on a des artistes, et quand je dis artistes, il y a peintres, chanteurs, tout ce que tu veux, qui sont dans des conditions mais hyper compliquées quand tu vois leur passif, le succès qu'ils ont eu. Et donc souvent tu vois un peu, et c'est pas seulement au Burkina, hein, tu remarques ça dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Mali, tout ça. Tu vois que c'est des personnes qui souffrent, mais ils n'ont pas les moyens de se soigner. Et à ce moment-là, tu te poses la question, mais c'est quelle partie de l'État qui est censée s'occuper d'eux? Et comme il parlait tout à l'heure d'aider les gens côté qui... social Voilà, du- le côté social lié aux artistes. Donc, au final, est-ce que la somme qu'ils prennent, déjà, elle est assez conséquente pour les aider à vivre? Et de deux aussi, quand ils traversent une phase difficile, qui les prend en charge? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apportez? Moi, j'ai envie d'ajouter, est-ce qu'ils ont une retraite? Alors, il faut dire que vous posez une question très pertinente qui pose la problématique, en fait, de la faiblesse de la culture du droit d'auteur. Ok. Je vais vous donner un chiffre, par exemple. En 2017, toute l'Afrique entière faisait 0,76% des collectes mondiales. Oh. Toute l'Afrique. Toute Ah. l'Afrique. Oui. Ça veut dire qu'on ne fait même pas 1% des collectes mondiales. Bah, on n'est certainement pas moins de 1% d'artistes. Non. Non, il y en a Non, Ça- c'est juste pour montrer la proportion, qu'il y a de la création. Non, c'est pour dire également aussi que j'ai envie de donner cette image-là pour que vous compreniez. C'est quand vous voyez une bouteille dans la mer, une bouteille, et puis vous voyez toute l'eau, voilà, la mer qui entoure cette bouteille. C'est un peu la réalité des œuvres protégées. La bouteille, là, représente les œuvres et la mer représente en fait l'ensemble des œuvres qui ne sont pas du tout protégées. Beaucoup d'artistes n'ont pas le réflexe. Dès qu'ils finissent un titre en studio ou un single, ils le balancent souvent en radio ou télé sans même Sans passer par aller au BBDA. Ok. Parce que vous voyez, ils sont nombreux comme ça. C'est vrai que peut-être au Burkina ou dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le système de la gestion collective marche un peu bien. Voilà, il ne faut pas aussi voir tout en noir, mais il faut dire aussi également qu'on a une autre perception du droit d'auteur. Hein, je le disais dans mes propos liminaires, quand on l'assimile à un impôt, à une taxe. Donc il y a une opposition farouche qui ne dit pas son nom. C'est rare de voir des gens féliciter le droit d'auteur. Quand vous voyez un utilisateur, il n'aime pas les collaborateurs du BBDA, puisque vous l'embêtez. Vous venez penser avec des dépenses. Les artistes qui pensent qu'ils doivent avoir plus et qui gagnent moins, mais qui ne prennent pas le temps aussi également, j'aime dire ça aux artistes humoristes, je dis, mais chaque fois que vous avez des prestations et il y a des autorités en face de vous, qu'est-ce que ça vous coûte souvent dans vos sketchs de sensibiliser les autorités en leur parlant de l'importance du droit d'auteur? Mais vous évoquez tous les thèmes sans évoquer le thème même qui vous est plus cher. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour la question de la protection sociale des artistes, un bureau de droit d'auteur, en réalité, ne peut pas faire cela tout seul. Fort heureusement, au niveau du Burkina Faso, il faut reconnaître aussi qu'il y a des avancées au niveau du ministère de la Culture, parce qu'il y a un statut de l'artiste, un décret, voilà, sur le statut de l'artiste depuis 2013, avec la mise en place de la Commission nationale des arts en 2016, qui travaille aujourd'hui à identifier les artistes professionnels. Ces artistes professionnels-là auront des cartes et pourront bénéficier également aussi des services sociaux aussi qui seront offerts à travers certainement des conventions collectives qu'ils auront donc à signer avec toutes les parties prenantes. Mais pour l'instant, le BBDA essaie de jouer sa partition en prenant en compte uniquement que ceux qui sont membres du BBDA. Mais il faut dire aussi que l'enveloppe n'est pas assez consistante parce que ces prélèvements-là, on le fait sur les redevances qu'on collecte. Mais si on ne collecte pas assez de redevances, vous voyez que c'est compliqué voilà, d'accompagner le côté social. Et c'est encore l'occasion de profiter de votre tribune pour lancer ce message donc, à nos utilisateurs, nos clients,
que ces derniers puissent s'acquitter de la redevance en ayant à l'esprit que lorsqu'on s'acquitte de la redevance des droits d'auteur, on participe au renouvellement de la création des œuvres du patrimoine national burkinabé. Ça, c'est déjà un. Ensuite, on participe à la prise en charge des artistes dans les moments difficiles. Et je pense que plus les gens comprennent ce discours, je pense qu'avec le temps, on va tendre vers une redevance plaisante, voilà, c'est-à-dire payer vraiment sans contrainte. Parce que de plus en plus, nous, le BBDA évite de sortir avec la gendarmerie parce que la loi nous donne toutes les prérogatives. C'est vrai. Voilà, la loi, nous, voilà. Après, c'est pas joli. Mais c'est pas dit. Voilà, nous pensons plutôt qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation et nous pensons que plus les uns et les autres comprennent l'importance de la redevance des droits d'auteur, plus ils sont enclins à payer ce montant et vivement, on pourra avoir donc les artistes dans leurs vieux jours déjà s'en sortir. Mais il faut dire aussi qu'au niveau du BBDA, nous avons mis en place depuis 2017 un fonds d'aide pour les personnes âgées, AMA, qui permet quand même aux artistes qui ont 15 ans d'ancienneté au niveau du BBDA et qui ont plus de 55 ans de bénéficier d'une allocation financière qui est de 100 000 francs par trimestre. D'accord. C'est un bon début. Moi, j'ai envie de savoir, justement, parlant justement de cette redevance-là, pour la musique, on peut dire que c'est clair dans nos têtes. Mais pour les livres, pour les tableaux, pour les sculptures qui sont par exemple exposées dans ce même restaurant où le BBDA va venir et prendre la liste des œuvres qui ont été exploitées et demander la redevance. Qu'est-ce qui se passe par exemple pour les tableaux ou les sculptures qui sont exposées dans ce restaurant? Alors si je prends un exemple d'un restaurant qui paye un montant de par exemple 10 000 francs. Oui. Alors on regarde l'ensemble des œuvres exploitées. Okay. Voilà, s'il y a des tableaux, c'est-à-dire ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle le répertoire AGP, art graphique plastique. S'il diffuse aussi également des musiques, ça rentre dans le répertoire musique. S'il projette, parce qu'il peut avoir un poste télévision aussi dans le restaurant, s'il projette aussi des films, il y a donc la catégorie cinéma et audiovisuel. Et il y a une ventilation qui est faite dans notre document juridique à chaque répertoire. Okay. Et c'est ainsi que donc les ventilations totales sont faites à chaque répertoire, et dans chaque répertoire, on procède à la répartition des droits. Donc, si un artiste plasticien s'occupe de l'aménagement de tout un restaurant, c'est-à-dire que à chaque fois que le BBDA passe, il y a quelque chose qui est reversé, qui lui revient, vu qu'il a été payé pour aménager cet espace, ou comment ça se passe? C'est quand même ces œuvres qui sont là et qui sont au vu de tous les clients du restaurant qui peut-être viennent justement à cause de cet aménagement-là. Alors, s'il participe à l'aménagement, ça c'est une prestation de service. D'accord. Ça, les droits d'auteur ne rentrent pas dedans. Okay. Maintenant, à l'intérieur du restaurant, il y a des œuvres comme le tableau qui est juste derrière vous. C'est ces tableaux-là qui ont droit à la protection du droit d'auteur. Donc, c'est le tableau, ce n'est pas l'espace aménagé, mais ces œuvres physiques qui sont exactement. Comme dans les hôtels, vous voyez, dans de nombreux hôtels, dans les chambres, vous avez... Il y a du bronze qui est... Parce que souvent aussi, on a quelques difficultés avec les hôteliers qui souvent ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer la redevance du droit d'auteur. Ils vous disent, bon, on n'a pas de boîte de nuit, on n'a pas de hall d'attente, mais dans les différentes chambres, vous avez d'abord un poste téléviseur, ensuite vous avez des tableaux dans la majeure partie des chambres d'hôtel. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que ces hôteliers-là payent la redevance des droits d'auteur. C'est assez mesquin quand même. C'est assez, quand je dis mesquin, c'est pas dans le mauvais sens, mais je veux dire, c'est vraiment trop dans le détail. Comment on peut s'assurer que tous ces droits, c'est vraiment un boulot de longue haleine parce que j'imagine déjà, rien que la ville de Ouaga, prenons la ville de Ouaga, il y a les hôtels, il y a les restaurants, il y a les boîtes de nuit, il y a les festivals, il y a les histoires de danse contemporaine, tout ça, là, je sais pas comment on appelle ça. Là, voilà. Spectacle de danse. Si tu dois chaque fois rentrer dans un hôtel et savoir quel est ce tableau-là, s'il est burkinabé, il n'est pas burkinabé, même s'il n'est pas burkinabé, du moment qu'il est au Burkina, ça rentre dans tout ça. Donc déjà même faire, comment on appelle ça, l'inventaire de tout ça, et après pour ne pas se tromper et devoir convaincre la personne déjà même de payer ses droits d'auteur, c'est pas demain que ça va s'arranger, sap. Non, mais c'est un travail, comme vous l'avez dit, peut-être harassant, mesquin pour vous emprunter votre vocabulaire, mais nous le trouvons passionnant et exaltant. Et vous savez que quand on est passionné, les difficultés deviennent des défis. Et nous savons aussi que tous les bureaux de droits d'auteur sont confrontés à ce qu'on appelle la documentation. La documentation, c'est les principes d'identification, voilà,
de toutes nos œuvres qui sont exploitées d'abord même sur le territoire national, mais également aussi à l'international, en dehors donc, du pays. Mais aujourd'hui, il y a des solutions technologiques quand même, parce qu'un bureau de droit d'auteur fonctionne avec beaucoup de solutions informatiques. Et l'informatique occupe une place de choix dans nos dispositifs. Et nous avons fort heureusement une expertise nationale au sein du BBDA, en la personne de M. Boukaï Sawadogo, qui fut donc celui qui a mis en place le premier logiciel de répartition. Donc c'est une expertise qui est déjà à la disposition du BBDA et qui nous facilite aussi également donc, ces solutions technologiques avec le service informatique qui ne cesse donc chaque jour de trouver des solutions aux problèmes actuels, aux problèmes du futur. Mais c'est vrai que vous avez dit. Vous comptez beaucoup sur la bonne foi de vos clients. Oui, parce qu'en réalité, il ne devrait pas avoir de soucis entre nous et puis nos utilisateurs, qu'on appelle affectueusement nos clients. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans notre répertoire. Mais nous également aussi, on ne peut pas faire de répartition si ils ne s'acquittent pas de la redevance. Mais je crois que de plus en plus, on travaille quand même à rapprocher nos points de divergence. Je pense que de plus en plus... plus de compréhension. Plus de compréhension, parce que quand vous prenez par exemple l'année dernière pour la Covid, le BBDA a procédé, grâce à la compréhension de son conseil d'administration, à un rabais au niveau donc, de la redevance des droits d'auteur de tous les utilisateurs permanents. On a fait un rabais par exemple de 25%, pour dire que nous ne sommes pas guidés uniquement que par voilà, le côté rentabilité. Nous les soulageons d'abord avec des premières correspondances dès le premier trimestre de la Covid, pour dire que nous sommes avec eux, et ensuite, au regard de la situation qui était difficile pour eux, nous avons fait donc, un rabattement de 25%. C'est pour dire aussi également que nous sommes dans une dynamique de gagnant-gagnant, voilà, pour le bonheur de nos créateurs. On a tantôt évoqué le cas des artistes humoristes. Je suis quand même curieuse de savoir comment ça fonctionne à eux, leur niveau, puisque un spectacle, c'est une fois sur scène. En dehors, oui, aujourd'hui, on a des petites capsules qui passent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui en font des supports audio qui sont vendus. Mais pour le spectacle, qui est quand même une œuvre écrite, en principe, je pense bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une protection, justement, de tout ce qui est dit lors d'un spectacle pour qu'un autre humoriste ne les utilise pas? Ou comment ça se passe pour les humoristes? En réalité, les humoristes professionnels, ceux qui font ce qu'on appelle les one-man show ou les spectacles, les spectacles sont écrits. Et il y a toute une chaîne d'acteurs dans un spectacle. Voilà, en réalité, l'humour est un démembrement du théâtre. Voilà, le théâtre comme filière à part entière est prise en compte au niveau donc, du BBDA. Donc vous avez forcément l'auteur du texte, le metteur en scène, voilà. Ici, l'humoriste, il est considéré, il est comédien, donc il est titulaire de droits voisins à ce niveau. Il n'est pas titulaire d'un droit d'auteur, sauf s'il est l'auteur du texte. Parce qu'il y a des humoristes qui écrivent le texte et aussi qui l'interprètent. Donc en ce moment, il est titulaire, il est dans les deux environnements. Dans le droit d'auteur, il s'y retrouve, comme dans le droit voisin, il s'y retrouve. Donc, mais ça veut dire en ce moment que le spectacle, une fois écrit, doit être déposé au bureau burkinabé de droit d'auteur? Oui. Il peut le déposer comme il peut le déposer pour bénéficier. En ce moment, lorsqu'il dépose son spectacle écrit, il rentre dans ça devient la protection d'une œuvre littéraire. Ça devient une œuvre littéraire, un peu comme les scénarios voilà, d'un film avant que vous voyez la projection du film. Maintenant, il aura des droits de représentation ou de communication au public lorsqu'il est en face au cours d'un spectacle. Voilà. C'est-à-dire que si vous transposez le même exemple dans la filière du cinéma, on écrit un scénario, le scénario est protégé dans la catégorie œuvre littéraire. Mais lorsque le film maintenant est projeté dans salle, voilà, il bénéficie des droits de représentation pour ce qu'on appelle la communication au public. D'accord. Voilà. Donc pour le cinéma, c'est clair. De toutes les façons, le film, c'est le même film. Mais pour un spectacle d'humour, je reste encore un peu dessus. Supposons qu'un autre artiste joue le même spectacle. Est-ce que l'auteur a des droits sur ce spectacle-là? Je ne comprends pas. Il prend le contenu de l'autre? Voilà, on suppose que je suis humoriste, je fais mon spectacle, je l'écris entièrement, il est déposé au niveau du bureau burkinabé de droit d'auteur. Normalement, droit d'auteur, œuvre littéraire. Droit de représentation, si je suis sur scène. Mais si Alex, qui est également humoriste, se retrouve sur scène avec une partie de mon spectacle, est-ce que de son spectacle, il y a des droits qui me sont reversés parce que je suis l'auteur ou comment ça se passe? Il y a deux cas de figure à ce niveau.
soit c'est une adaptation qu'il fait. Okay. En ce moment, les parts sont bien connues dans notre règlement de répartition. Okay. Voilà, vous pouvez vous inspirer d'une œuvre existante pour créer une autre œuvre. En ce moment, ça devient une œuvre dérivée. D'accord. Voilà. Et également aussi, les parts sont connues dans ce cas de figure. Maintenant, le deuxième cas de figure, jouer la même pièce que l'autre sans son autorisation. On rentre ici. Sans son autorisation, voilà, il y a un conflit. Oui, ça, on rentre dans un. Dans du plagiat. Voilà, on rentre dans du plagiat, même si c'est vrai que le plagiat n'a pas une définition juridique dans notre loi, mais il est assimilé à une contrefaçon. Et la loi sur la contrefaçon aussi est également claire à ce niveau. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Dans le cas de contrefaçon? Oui, qu'est-ce qu'il risque, lui? Oui, mais il se retrouve devant le juge. Hein, parce que la loi énonce même les montants qu'il pourrait payer en cas de... À condition que je poursuive ou bien la loi se saisit de ça directement? Non, c'est vous qui constatez d'abord. D'accord. Il faut constater qu'il y a eu contrefaçon. Okay. Voilà, donc utilisation illicite de votre œuvre sans votre autorisation. Comme dans le cas de Philippe. Voilà. Ah, moi, je prends bonne note là, il est en train de parler. Là. Non, après, il y a plusieurs voies de recours pour cela. C'est vous qui voyez, soit c'est à l'amiable, soit si vous décidez de vous confier au juge. D'accord. Mais est-ce que ça vous arrive de travailler entre directeur des bureaux de droit d'auteur des pays? Par exemple, quand il y a un conflit ou il y a un problème, est-ce que par exemple, toi qui es directeur ici au Burkina, est-ce que toi tu peux travailler avec le directeur de Bamako ou d'Abidjan ou un truc comme ça? Est-ce que ça vous arrive souvent? Par exemple, il y a un conflit qui se passe entre des artistes de tel ou tel pays. Il y a une collaboration, par exemple, entre deux pays. Pour arranger, pour essayer d'arranger. Si ça ne marche pas, voilà, essayer de voir autre chose. Mais est-ce que vous collaborez avec les autres directeurs des bureaux des droits d'auteur? Mais les bureaux de droits d'auteur déjà sont dans une fêtière commune qui s'appelle la CISAC, qui est la Confédération internationale de la Société des auteurs et compositeurs. Donc on fait des rencontres régulières. Et il y a le comité africain, dont le BBDA assure la vice-présidence. Voilà. Et c'est des cadres où on fait les partages de bonnes pratiques, mais également aussi lorsqu'il y a des conflits dans la gestion des différents répertoires. Voilà, on fait recours donc à notre fêtière pour pouvoir donc trouver des solutions idoines. Est-ce que tous les bureaux de droit d'auteur, à travers justement, qui sont membres de cette fêtière-là, protègent les mêmes catégories d'œuvres? Non, non. Si vous prenez le cas du BBDA, par exemple, le BBDA est pluridisciplinaire avec 6 répertoires. C'est-à-dire qu'on gère la musique, le cinéma et l'audiovisuel, le théâtre, la danse, les arts graphiques et plastiques, voilà. Mais il y a des bureaux de droit d'auteur qui gèrent un seul répertoire. Entendons par répertoire l'ensemble des œuvres, en fait. Voilà. Donc il y a des bureaux qui gèrent uniquement que la musique, parce qu'il faut dire aussi que ce n'est pas le répertoire musical que la gestion collective a véritablement commencé en Afrique. Et c'est parce que c'est des répertoires aussi plus dynamiques, parce que les utilisateurs à ce niveau sont plus nombreux que les autres répertoires. Donc vous avez des pays qui gèrent que 2 répertoires, musique et cinéma. Vous avez des pays qui gèrent que la musique. Vous avez ce qu'on appelle aussi, c'est vrai que je ne suis pas revenu sur ça, il faut dire que dans la gestion collective, il y a 2 types d'écoles. Il y a la pluridisciplinarité, qui est plus pour le continent africain. Généralement, on gère plusieurs répertoires. Mais si vous prenez par exemple en Europe, ils ont toujours commencé par ce qu'on appelle la spécialité fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est un même répertoire, les titulaires d'un même répertoire se retrouvent pour créer leur bureau de droit d'auteur. Si vous prenez par exemple la SACEM, c'est uniquement les compositeurs et les éditeurs de musique. D'accord. Voilà, si vous prenez la SACD, c'est voilà, les dramaturges, etc. Si vous prenez la Spédidam, c'est un peu cela. Mais il y a des cas, on a ce cas aussi au Cameroun, où vous avez 4 bureaux de droit d'auteur. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est pas un bon exemple possible. En fonction du répertoire, on est clairement situé. Moi, j'ai envie de savoir maintenant, parce que tantôt, au départ, on a cité les architectes. Comment? Alors, les œuvres architecturales font partie de la liste au niveau donc, de la Convention de Berne des œuvres protégeables. Voilà, les architectes, vous voyez souvent, quand vous prenez les dessins
différentes maisons qui sont faites. Il y a beaucoup de copies aussi à ce niveau. Certains même utilisent aussi souvent les œuvres architecturales à d'autres fins. Hein, on peut en faire souvent des cartes postales ou voilà, des coquilles géographiques. Il y a des cas de figure comme ça. Ben, si vous assurez la protection de votre décès, voilà, je pense que ça facilite votre tâche et puis ça vous permet aussi également de pouvoir faire, de pouvoir jouir en cas d'utilisation illicite. De recours. En fait, ça me fait sourire parce que, bon, ici, souvent, tu as vu la maison du voisin, tu appelles ton machin, tu dis, je veux la même maison, là. Est-ce que oui, mais justement, si l'architecte ne l'a pas protégé, bon, voilà, il faut, je ne sais pas comment il va démontrer que c'est sa maison qu'on a regardée, qu'on a écoutée. Mais il y a des gens qui font exactement la même chose, hein. Tu as l'impression que c'est la même copie qui est déposée en face. Il y en a qui font ça. Ben, c'est vrai que les architectes ne viennent pas trop au niveau du BBDA, bon, peut-être parce que... ils n'ont pas encore les informations. Non, ils peuvent avoir l'information, mais c'est un peu comme à l'image des droits pour les auteurs d'œuvres journalistiques et les éditeurs. Vous savez, depuis l'année dernière, le BBDA a procédé au paiement des redevances pour les auteurs d'œuvres journalistiques, mais il faut reconnaître que ce n'était pas la faute affluence. Hein? Et confidence pour confidence, j'avais appelé... le premier responsable de la fêtière de journalistes, et je lui disais, mais on ne vous sent pas, vous les journalistes, quand c'est pour parler des problèmes des autres, vous êtes toujours les premiers, mais vous-même, vos propres intérêts, hein, on met un droit de reprographie à votre disposition, parce que pour nous, c'est aussi une manière pour les bureaux de droit d'auteur aussi d'accompagner l'économie de la presse qui souffre, surtout la presse papier, avec donc l'explosion du numérique. Vous savez que Google et Facebook n'emploient pas de journalistes, mais ils vivent des contenus des journalistes. Voilà, il suffit de faire un article, ils prennent un lien, ils le mettent, voilà, et puis bon, ils font la publicité derrière. C'est un modèle économique, mais qui progressivement fait disparaître le métier de journaliste. Et le BBDA, en mettant en œuvre ses droits de reprographie à l'attention des auteurs d'œuvres journalistiques et éditeurs de presse, c'est une façon pour nous aussi de dire que le droit d'auteur n'est pas incompatible, voilà, n'est pas incompatible aussi à la suivi de la société de presse. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, bon, écoute, jeune frère, je vois bien que tu te bats, mais ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que les artistes musiciens, dont les œuvres sont les mieux exploitées, quand ils vont sur les réseaux sociaux, c'est pour dire qu'ils n'ont pas pris beaucoup d'argent. Si eux, dans les œuvres, ont les canaux d'exploitation les plus élevés, n'ont pas pris beaucoup d'argent, mais nous, les journalistes, on va les prendre combien? Vous voyez, donc c'est souvent cette image un peu caricaturale qu'on a, et voilà, et on passe souvent à côté. Ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui. Je pense qu'on est la journée de la liberté d'expression, si je ne me trompe pas. La journée de la liberté de la presse. Liberté de la presse. Pour être ici, voilà. D'accord. Donc, justement, comment ça se passe pour la presse? Vu que pour une œuvre journalistique, il y a le journaliste. D'accord. Mais derrière, il y a toute la structure. Nous avons le directeur de publication, on a le rédacteur en chef, on a ceux qui s'occupent de la correction, on a ceux qui s'occupent de la diffusion. Au niveau du bureau burkinabé de droit d'auteur, qui est pris en compte? Alors, il faut dire que dans notre loi, l'œuvre journalistique est considérée comme une œuvre collective. Elle n'est pas confondue avec œuvre de collaboration. D'accord. Alors, une œuvre collective, c'est une œuvre à laquelle plusieurs personnes ont participé à sa mise en œuvre, mais dont les droits naissent sur la personne physique ou morale qui a permis la publication de cette œuvre. C'est le cas de l'œuvre journalistique. Pour vous parler simplement, si on doit faire un reportage à Karpala, par exemple sur le niveau de goudron, on ne parle plus maintenant de la poussière. Le fameux goudron. Voilà. Quoique, il y a 2 jours, on s'est posé des questions, mais bon, bref. D'accord. Mais non, il faut toujours vous poser des questions, c'est toujours bien. Mais nous qui sommes à Karpala, nous savons que les travaux avancent. Voilà. Donc, pour revenir à l'exemple, alors, je vais faire un reportage sur le niveau de la qualité, par exemple, des goudrons de Karpala. Voilà, donc, j'envoie un journaliste, un photographe, tout. Ils font l'écrit, ils envoient, je centralise en tant que directeur de publication, tout. Et donc, c'est moi qui mets les moyens à la disposition de cet ensemble de personnes qui sont allées faire, en fait, ce reportage. Voilà. Et c'est moi qui porte aussi l'entière responsabilité.
Voilà pourquoi c'est les directeurs de publication qui sont interpellés. C'est ça, quand il y a un problème. Exactement. Donc, c'est en fait le principe des exceptions au droit d'auteur, parce qu'en réalité, le droit d'auteur doit naître normalement sur une personne physique. Ouais. Mais au niveau de l'œuvre collective, elle naît donc, sur la tête d'une personne morale. D'accord. Voilà. Donc, si BF1 vous envoie un reportage, c'est-à-dire que c'est BF1 normalement qui doit avoir les droits. Le droit d'auteur appartient à BF1. Voilà, exactement. Okay. Maintenant, il y a des cas spécifiques où le journaliste qui est dans l'organe n'est pas salarié et qu'il est indépendant. En ce moment, il pourrait avoir donc bénéficié des droits. Mais il faudrait déjà aller... donc, dans le cas d'un pigiste, par exemple, ou d'un freelance qui... Exactement. Voilà. Okay, donc, c'est l'occasion, en ce 3 mai-là, tout en saluant l'effort de la grande famille de la presse, mais d'inviter cette famille-là à venir au BBDA voilà, pour procéder donc, à leur adhésion afin de pouvoir bénéficier des droits qui seront répartis en août. Donc là, on parle aux organes de presse, mais également aux journalistes. Bien sûr, aux journalistes, voilà. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Donc, jusqu'à combien d'années on peut percevoir des droits d'auteur sur une œuvre avant qu'elle ne tombe dans le domaine public? 70 ans après la mort de l'auteur. Ah, après la mort de l'auteur. D'accord. 70 ans après la mort de l'auteur, l'œuvre tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autorisation de l'auteur pour reprendre cette œuvre ou en faire des adaptations. Voilà. Parce que c'est vrai que dans l'exposé, peut-être qu'on n'était pas revenu là-dessus, il faut dire qu'il y a 2 types de droits qui sont opposables et exclusifs au profit de l'auteur. Okay. Voilà, c'est le droit de reproduction, c'est-à-dire c'est lui qui décide donc, et qui choisit les mots, les formes sur lesquelles ces œuvres doivent être reproduites sur un support, mais également aussi le droit de représentation qui comprend également aussi le droit de communication au public. Voilà, c'est lui aussi également qui donc, décide du mode de transmission. Le public va pouvoir consommer. Exactement. Donc ces 2 types de droits-là sont des droits exclusifs, le droit de reproduction et le droit de représentation. Donc 70 ans après la mort de l'auteur. Si c'est le cas d'un groupe, c'est après la mort du dernier membre du groupe. Ah, ok, d'accord. C'est un groupe de musique, par exemple. Ok, vas-y. Je voulais juste... j'ai une autre question. Bref. Par exemple, je prends l'exemple de Michael Jackson qui est mort. Un exemple, tout simple. Ces droits d'auteur actuellement, ça doit coûter quand même... ça peut rapporter plus que de son vivant. Ça doit être une très grosse somme, je me dis, non? Michael Jackson, voilà. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas dans son testament qui bénéficie de ces droits d'auteur. Mais est-ce qu'en cas de conflit familial, par exemple, le gars est mort et il y a l'argent qui est là, il y a un conflit familial, c'est vous qui gardez les droits d'auteur ou bien vous trouvez le moyen de transmettre ça à un membre de la famille malgré le conflit? Et après les 70 ans là, quand ça tombe dans le domaine public, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est vous aussi qui vous gardez les droits d'auteur qui vont avec ou Alors, donc votre question pose 2 problématiques. La première, c'est le principe successoral sur l'œuvre. Conflit de famille, au cas où si la personne se fait vraiment de l'argent. Au cas où s'il y a des membres de famille qui sont confrontés, par exemple, à un problème d'héritage lié aux droits d'auteur, surtout quand il s'agit de grands artistes, est-ce qu'à ce moment-là, vous trouvez le moyen de gérer ça au tribunal pour que quelqu'un puisse... comment ça se passe en fait? Voilà, comment ça se passe, ou bien c'est vous-même qui finalement gardez ces droits d'auteur-là. Et aussi, après les 70 ans-là, est-ce que vous y gagnez des bénéfices, même si ça va dans le domaine du public? Oui. Je veux dire, pour la première préoccupation, il faut dire que avant d'adhérer à un bureau de droit d'auteur, il y a donc les conditions d'affiliation dans un document, voilà, qui précise les modalités d'adhésion. Voilà. Parce que la déclaration, c'est à 2 niveaux. Vous avez donc les références physiques, nom, prénom, références bancaires. Et puis, il y a l'œuvre même, voilà, à déclarer tout cela. Et lorsque, par exemple, vous décédez ou l'auteur, enfin, on pourra utiliser ce vocable, lorsque l'auteur décède, en réalité, les mécanismes de succession sont prévus dans le règlement. C'est-à-dire les différents bénéficiaires du testament. Généralement, c'est
bon, les enfants légitimes. Il y a aussi également l'épouse. Ok. Voilà. Et au niveau du BBDA, ce qu'on fait, c'est que il y a un conseil des familles, voilà, que les bénéficiaires organisent en fait, mais bien sûr avec l'autorité, voilà, municipale, afin donc de choisir le représentant des héritiers. Et donc c'est le représentant des héritiers, voilà, qui touche les droits désormais après donc la mort de l'auteur. Mais c'est la mort, c'est le mort là, c'est l'auteur là qui est mort là qui donne le nom de la personne qui va bénéficier avant de mourir, ou bien ça se décide après? Ben ça dépend. Si au cas où il a prévu cela, ça pose même pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a un document, voilà. Il faut que ce document-là aussi ait donc le cachet de l'autorité, voilà, pour montrer aussi évidemment l'authenticité du document. Mais sinon, si ce n'est pas fait, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que voilà, le conseil de famille, voilà, pour choisir le représentant qui viendra donc toucher ses droits. Mais donc, il peut déjà stipuler que ce sera peut-être ses enfants qui seront ses bénéficiaires, ses parents, ses épouses. Son épouse, etc. Sans donner de nom, il peut décider de la catégorie des membres de la famille qui bénéficieraient éventuellement. Bien sûr, bien sûr. Il y a des auteurs qui ne donnent même pas à leurs membres de la famille, qui désignent d'autres bénéficiaires, voilà. Qui sont, voilà, donc, voilà. Ensuite, pour le second volet, lorsque l'œuvre tombe dans le domaine public, je vous avais parlé des droits exclusifs. Donc, c'est-à-dire, normalement, pour reproduire une telle œuvre, il fallait avoir l'autorisation de l'auteur. Mais lorsque l'auteur décède 70 ans après, l'œuvre tombe dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de son autorisation pour en faire une nouvelle œuvre ou créer voilà, des medley ou etc. Pour exploiter l'œuvre. Mais, au Burkina Faso, dans notre nouvelle loi, nous, on a scindé le domaine public en deux. Okay. Voilà, on a mis un domaine public payant. Voilà. C'est-à-dire? Payant, c'est-à-dire que si c'est une œuvre, parce que pour nous, si c'est une œuvre, toute œuvre appartient au patrimoine culturel, traditionnel, qui est également appartient à notre patrimoine national. Voilà, donc prendre des œuvres, si un étranger, par exemple, veut utiliser cette œuvre qui est tombée dans le domaine public, là, ben, elle doit pouvoir donc reverser quelque chose au ministère de la Culture via donc, le bureau de gestion collective qui est le BBDA. D'accord. Mais si c'est un national, il n'y a pas de problème parce que c'est dans le domaine public, ça appartient à tous les Burkinabés. Exactement. D'accord, ok. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes pour cette émission-là qui est super intéressante. On apprend quand même pas mal de choses sur le droit d'auteur. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie quand même de savoir, nous, est-ce qu'on a une place au BBDA? Nous, présentateurs, animateurs, MC et autres qui sommes dans les événements, qui parlons. Il faut bien que je parle de mon corps aussi. Mais j'ai envie de vous poser la question, de savoir, est-ce que vous êtes créateur? Mais on crée quand même tout ce que l'on dit. On crée toute une ambiance et une vie pour un événement. Mais vous êtes comme les mannequins alors. Le mannequin aussi crée une démarche là. Il crée une démarche parce que la démarche de Stéphanie est différente de la démarche de Lise. Non, mais je veux dire, on va dire, la manière de présenter de Stéphanie est différente de la manière de présenter de Jackie Elfeno, qui diffère de celle de Alpha O, qui diffère de celle de Daouda Sané, qui diffère de celle de Magui Leslie Oka. Donc. C'est pas une création. Ok. Alors, c'est un peu comme si je prenais. Bon, je ne vais pas faire l'injure au décorateur de l'émission. C'est-à-dire que je prends une table avec 2 chaises et puis je reçois les invités chaque dimanche. D'accord. À BF1. Bonjour Stéphanie, vous allez bien? Alors, il faut faire par notre part. On va appeler l'émission par exemple itinéraire. D'accord. 52 minutes. Ok. Tout, et puis voilà. C'est pas une création. Ok. Donc partout, ça existe ça. Prends une table avec 2 invités. Mais est-ce qu'on peut dire par exemple que l'émission, elle, peut être protégée genre par la télé? Voilà. D'accord. Mais dans les bénéficiaires des droits voisins, j'ai cité les organismes de radiodiffusion. Oui. Voilà. Et vous savez, comme vous êtes salarié, vous savez sur qui le droit naîtra. N'est-ce pas? D'accord, ok. Du coup, c'est dire qu'une personne qui récupère une émission et qui la diffuse, par exemple, au sein d'un groupe, doit payer des droits d'auteur comme une exploitation d'œuvres musicales. Ok, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, DG. Ah, c'est déjà fini?
On est pratiquement à la fin, il nous reste 2 minutes. Très rapidement, un dernier tour de table avant qu'on se quitte. Le sujet, il est intéressant, il est vaste, mais on espère quand même avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. Alex? Moi, j'ai juste une dernière question, si j'ai le temps, bien sûr. Et d'abord, je voulais rajouter quelque chose à monsieur. Oui, oui, exactement. Je voulais rajouter quelque chose à ce que monsieur Barra a dit. J'ai organisé un événement dans un pays et j'étais agréablement surpris. Dans le budget de l'événement, les droits d'auteur étaient bien placés. Avant même que l'événement ait lieu, le staff allait payer les droits d'auteur, tout ça, tout ça. Ça a montré que vraiment, il y avait une très belle organisation derrière par rapport aux organisateurs d'événements. À partir de ce moment, j'ai compris que c'est vraiment très important pour nous de nous acquitter de ces droits. Donc, je voulais juste ajouter ça. C'était pas au Burkina, c'était dans un autre pays. Félicitations à eux. Tous les promoteurs, j'espère qu'ils l'auront compris Et aussi. ma question, depuis le début, monsieur le directeur parle de membre. Comment on devient membre du BBDA? Oui, très bonne question aussi. Hein. Pour être membre du BBDA, il faut venir, j'ai envie de dire, faire la preuve hein, que vous êtes, par exemple, l'auteur, si c'est une œuvre littéraire. Voilà, il faut venir faire la preuve que c'est vous qui avez donc matérialisé cette œuvre littéraire. Et il faudra aussi procéder aussi à votre affiliation. Hein, l'affiliation, c'est donc toutes les références relatives à votre identité, nom, prénom, voilà, tout ça. Il y a aussi également des conditions d'adhésion. Je ne veux pas dire des conditions pécuniaires, ce n'est pas du tout élevé. Voilà, même si je me garde de donner de mon temps ici. On s'en doutait un peu comment on n'allait pas sortir. Et puis ensuite, depuis 2017, nous avons mis en place une commission technique d'identification par répertoire. Voilà, pour assainir les déclarations. Voilà, et puis réduire les conflits liés à la paternité des œuvres. Voilà, donc ces commissions ont généralement 2 semaines pour statuer sur les œuvres avant donc l'admission du titulaire au bureau de droit d'auteur. D'accord, donc c'est pas parce que tu viens de dire que c'est moi qui suis l'auteur qu'immédiatement c'est enregistré. Ouais. 2 semaines pour vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas d'éco-auteur, qu'il n'y a pas d'autres personnes qui interviennent dans l'œuvre avant de... Quoique on soit toujours dans la présomption. D'accord. Parce qu'après, il appartient au juge de trancher. Mais D'accord. on essaie déjà de limiter. Voilà, les dégâts, comme on le dit. Voilà, pour donner moins de travail au juge. C'est important. Philippe? Moi, j'ai juste envie de dire que finalement, le BBDA, c'est comme une assurance. Bon, c'est déjà une assurance, mais c'est comme une assurance. C'est-à-dire que quand tu as un véhicule et puis on te dit prends l'assurance de ton véhicule, sur le coup, ça te fatigue, alors que c'est pour te protéger, hein, c'est pour t'aider. Mais après, tu rechignes toujours à prendre cette assurance-là. Tu dis, tu vas prendre le moins cher. La plupart de la population, hein, la plupart du temps, c'est comme ça. Mais après, tu te rends compte que ça t'aide plus qu'autre chose. Maintenant, les gens n'ont pas encore compris. Maintenant, après, c'est aussi utiliser les acteurs du BBDA pour essayer de faire passer le message. C'est comme il prenait l'exemple tout à l'heure, il disait, les humoristes, ils utilisent tous les thèmes, mais ils n'utilisent pas ce thème-là. Donc, je pense que c'est aussi peut-être utiliser aussi les membres du BDA qui soient aussi un outil en même temps pour essayer de mieux faire comprendre le message aux gens. Parce qu'il y en a qui le veulent, mais même le français qu'on utilise, ils ne le comprennent pas. Il faut expliquer en moré ou en djoula ou ci ou ça. Donc, il faut que ce soit plus accessible dans l'esprit des gens et je crois que ça va bientôt venir. Mais bon. Moi, je suis toujours dans mon dossier de plagiat que je n'abandonnerai pas et on se voit après. Et qu'on t'invite à ne pas abandonner d'ailleurs. Voilà, pour gérer le dossier là. Mais sinon, toutes mes questions ont été élucidées. C'est bon, je suis contente. Tant mieux. Eh bien, c'est le moment de prendre le mot de conclusion de notre invité avant de nous dire au revoir. Oui, pour rebondir à ce que ma voisine de gauche, qui n'est pas titulaire de droit voisin, comme tu disais, le droit voisin est différent du droit de la voisine. Mais pour dire également que je viens par exemple de rentrer d'une émission où on était dans le Naouri, Tiebélé, Dakola et Pau, où en fait c'est un projet pilote d'une campagne de sensibilisation qu'on compte débuter à partir donc, du 22 mai, où on prend en fait les jeunes de chaque localité, voilà, avec des équipes du BBDA qui expliquent en langage accessible ce que c'est que le BBDA, la redevance des droits d'auteur ou par l'argent collecté, hein, afin que ces populations locales-là s'approprient la question du droit d'auteur, afin de faciliter les missions de collecte à nos agents
parce qu'il faut dire aussi qu'on travaille dans un climat quand même assez difficile. Le maillage du territoire n'est pas assez évident avec tout ce qui se passe. Et en prenant en compte les variables comme la langue, vous pouvez donc envoyer un collaborateur dans un endroit où voilà, il a des difficultés pour s'exprimer dans la langue locale. Alors qu'en utilisant ces jeunes-là, on a vu qu'il y a eu des résultats quand même assez intéressants et on espère donc redéployer ce mécanisme-là pendant 1 mois. Et ensuite, on va faire une évaluation et puis on verra comment faire avancer les choses. Et on a aussi le programme les ambassadeurs. À la fin de cette émission, donc vous allez me très couper. Rapidement. Oui. Voilà, on a le programme des ambassadeurs du droit d'auteur et des droits voisins, qui sont des artistes du BBDA, qui aussi ont un plan d'action qui essaie quand même de sensibiliser les parties prenantes sur l'importance du droit d'auteur. Alors pour finir, j'ai envie de dire une seule phrase. Cultivons le droit d'auteur pour un Burkina plus solidaire. Merci beaucoup. Donc, on était avec le directeur général du Bureau burkinabé de droit d'auteur qui nous a édifié sur la question. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On souhaite une très belle journée à tous les acteurs de l'univers de la presse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Et on se souvient, mardi dernier, on souhaitait bonne chance à Lady Shine. On est fiers aujourd'hui de lui envoyer nos félicitations. Bravo à elle et on te souhaite une très belle carrière. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se dit à demain avec un autre sujet, d'autres invités. Portez-vous bien. Merci de rester fidèles au programme de BF1. Au revoir.